Ma fille a abandonné son fils autiste il y a 11 ans. Je l'ai élevé seul. Un TS16. Il a construit un jour un ZAP de 3,2 millions. Puis elle est revenue avec un avocat demandant son argent. J'ai paniqué. Notre avocat a dit que nous pourrions perdre, mais mon petit-fils a chuchoté calmement, laisse-la parler. Ma fille a laissé son fils autiste de 5 ans à ma porte et n'est jamais revenu. C'était il y a 11 ans. J'ai élevé Ethan moi-même. Tout le monde a dit qu'il ne réussirait jamais. Trop différent. Trop difficile. Ils avaient tort. À 16 ans, il avait construit un logiciel d'une valeur de 3,2 millions de dollars. Puis les nouvelles ont couvert son histoire. 2 semaines plus tard, ma sonnette sonna. Rachel, ma fille, avec un avocat et des documents disant qu'elle avait été impliquée tout le temps. Les papiers de garde, les dossiers financiers, les journaux, tous les mensonges. Mais ils avaient l'air réels. Notre avocat les a examinés et a dit, sans preuve, nous pourrions perdre. J'ai paniqué. Ethan ne l'a pas fait. Il se pencha et murmura, laisse-la parler. Je l'ai regardé. Nous étions sur le point de tout perdre, et il voulait qu'elle continue à mentir. Mais il est resté calme, à regarder, et je n'avais aucune idée de ce qu'il allait faire. Mon nom est Vivien. J'ai 68 ans, et voici mon histoire. Rachel est arrivée un vendredi en novembre 2010 avec Ethan et un sac à dos. Juste pour le week-end, maman, elle a dit à ma porte. J'ai besoin d'une pause. Ethan se tenait à côté d'elle, 5 ans, regardant le sol du porche. Il se berça en aller et retour, talon à orteil. Ses mains lui couvraient les oreilles même si nous ne faisions pas de bruit. Rachel, comment je t'appellerai dimanche? Elle se détournait déjà, marchant vite vers sa voiture. Elle n'a pas embrassé Ethan, ne l'a pas embrassé, elle est partie. J'ai vu ses feux de queue disparaître dans la rue. Ethan a continué à basculer. J'avais enseigné l'école primaire pendant 35 ans, j'avais quelques étudiants autistes intégrés dans mon collège. Je suis allé en classe au cours des décennies, toujours avec des aides et des spécialistes traitant les parties dures. Mais étant là avec mon petit-fils, j'ai réalisé que je ne savais presque rien de vivre avec. Et, Ethan, j'ai dit doucement. Vous voulez entrer? Il ne m'a pas regardé, il n'a pas bougé. J'ai pris son sac à dos. C'était léger, trop léger pour un week-end. J'ai ouvert la porte plus large, attendu. Après 1 minute, Ethan est passé devant moi dans la maison, toujours en train de couvrir ses oreilles. Le réfrigérateur a fait un bruit. Il a flippé. Le chauffage a cliqué. Il a serré les mains sur la tête. J'ai fermé la porte aussi discrètement que possible. Il était déjà dans le salon, accroché dans le coin par la bibliothèque. Tu as faim? J'ai demandé. Rien. Thirsty, il a balancé plus vite. Je suis allé à la cuisine, j'ai versé de l'eau dans une tasse en plastique jaune que j'ai gardée quand il a visité. Ces visites étaient rares. Peut-être 2 fois par an, toujours court. Je lui ai apporté la coupe, je l'ai posée sur le sol et les bras loin. Il a arrêté de basculer, a regardé la tasse, puis est retourné à basculer. La première nuit était pire. J'ai fait des pépites de poulet et des frites pour le dîner parce que Rachel m'a dit que c'était ce qu'il avait mangé. Ethan a regardé l'assiette et s'est détourné. J'ai essayé les pâtes. Non, j'ai essayé un sandwich. Il l'a poussé à travers la table. Qu'est-ce que tu veux manger? J'ai demandé. Il a fait un bruit bas dans sa gorge et a regardé le mur. Je lui ai donné des craquelins. Il en a mangé 3. C'était un désastre. J'ai essayé de l'aider à se brosser les dents et il a crié, sans pleurer, en criant comme si je lui faisais mal. Je suis revenu et il s'est arrêté, mais il tremblait. D'accord, dis-je. Ok, tu peux sauter ce soir. Je l'ai mis dans la chambre d'amis, j'ai mis la couverture autour de lui comme les enfants l'aimaient. Il l'a jeté. J'ai encore essayé. Il a crié. J'ai laissé la couverture au pied du lit et je me suis retiré de la chambre. Il n'a pas dormi. Je l'entendais chanter toute la nuit. Ce même son bat encore et encore. Je n'ai pas dormi non plus. Samedi matin, j'ai appelé Rachel. Pas de réponse. J'ai laissé un message. Rachel, chérie, rappelle-moi. Je dois savoir ce qu'Ethan mange, quelles sont ses habitudes. Elle n'a pas appelé.
J'ai appelé samedi soir. Bonjour. Dimanche soir. Rien. Une semaine est devenue 2. J'ai emmené Ethan au pédiatre. Le médecin a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Il est autiste, Madame Cooper. Quelqu'un vous a parlé de l'évaluer? Sa mère devait gérer ça? Le docteur a hurlé lentement. Tu t'en occupes. Je l'ai inscrit à la thérapie, à la parole, au travail, au comportement. J'ai appris qu'il avait besoin du même petit déjeuner tous les jours. Œufs brouillés, toast coupé coin en coin, rien touchant sur l'assiette. J'ai appris que le chemin de la thérapie devait être exactement le même où il criait dans la voiture. J'ai appris à ne pas le toucher à moins qu'il ne l'ait initié. J'ai bien regardé au lieu de faire. 2 semaines après l'arrivée d'Ethan, je l'ai trouvé dans le salon à l'aube. Il était sur le sol avec un bac de voitures de jouets que je lui ai acheté, les enroulant dans une rangée parfaite, mais ce n'était pas aléatoire. Il les avait arrangés par couleur, mais d'une manière que je ne comprenais pas au début. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé la voiture rouge, puis celle qui était légèrement plus orange. Puis une orange de plus que la dernière. Puis jaune. Puis vert jaune. Encore et encore. Ce gradient si subtil que j'ai dû me branler pour voir les différences. Il les avait parfaitement organisés par l'ombre. C'est incroyable, Ethan. J'ai dit qu'il ne me regardait pas, mais il s'arrangeait. Décembre est venu. Rachel n'avait toujours pas appelé. J'ai essayé une approche différente avec Ethan. J'ai arrêté d'essayer de le faire me regarder. Il a arrêté de le pousser à parler. Je me suis assuré que tout était pareil tous les jours. Même petit déjeuner, même heure, mêmes émissions à la télévision, même routine de coucher qu'il a finalement toléré, ce qui était juste moi disant bonne nuit de la porte. Il s'est calmé, pas heureux, mais moins frénétique. Il était assis dans le salon avec moi pendant que je lisais. Il mangeait des repas sans repousser l'assiette. La veille de Noël, j'ai fait des biscuits sucrés. Ethan n'a pas aidé, mais il s'est assis à la table et m'a regardé couper des formes. La cuisine sentait la vanille et le beurre. Le téléphone a sonné. Je l'ai attrapé, en espérant. Rachel. Maman. Sa voix était plate, fatiguée. Rachel, Dieu merci. Quand venez-vous le chercher? Il a besoin de toi. J'ai besoin de savoir. Je ne peux plus faire ça, maman. Quoi? Il est à toi. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé, mais je ne peux pas. Sa voix s'est cassée. Je ne peux pas, Rachel. Attendez. La ligne est morte. J'ai rappelé. Ça a sonné. Pas de réponse. J'ai encore essayé. Messagerie vocale. Je suis resté là dans la cuisine avec le téléphone dans ma main, les cookies qui brûlent dans le four, la fumée qui commence à se boucler. J'ai éteint le four, sorti le plateau. Les cookies étaient noirs. Je me suis assis par terre, assis là avec mon dos contre le placard. Ethan est apparu dans la porte. Il m'a regardé pendant un long moment, plus longtemps qu'il ne m'avait jamais regardé. Puis il marcha au comptoir, prit la coupe jaune que je lui avais donnée le premier jour, et me la porta. Il l'a mis par terre à côté de moi. J'ai regardé la tasse, je l'ai regardé. Il est retourné au salon. J'ai pleuré assis sur le sol de la cuisine avec une plaque à biscuits brûlés et une tasse en plastique jaune. Les années qui ont suivi ont été floues. J'ai gardé la même chose pour Ethan. Le même petit déjeuner chaque matin. Œufs et toast. La même route que partout. Même heure du coucher. Même routine. Comme tout. Quand je l'ai maintenu cohérent, il allait bien. Pas heureux, peut-être, mais d'accord. Quand il a 6 ans, il est devenu obsédé par une série de lettres magnétiques que je lui avais achetées. Il les a rangées au réfrigérateur depuis des heures. Pas des mots. Des motifs, des groupes, des séquences que je ne comprenais pas. Puis il a commencé à dessiner des symboles dans des petits cahiers du magasin de dollars. Des cercles, des lignes, des marques de tics, des traces de quelque chose qu'il a compris. À la thérapie, j'en ai parlé. Il fait ses marques partout. Je devrais m'inquiéter? La thérapeute, une patiente du nom du docteur Lin, a secoué la tête. Il traque son monde. Ça l'aide à se sentir en sécurité. Laisse-le faire. Alors je l'ai fait.
Il remplit le cahier après le cahier avec ses symboles et ses marques. Quand il eut 7 ans, les symboles devinrent des lettres, puis des mots courts. Toast, école, maison, choses simples, mais écrits dans des lettres de bloc soignées. À 8 ans, il écrivait des phrases complètes. Parfois ce qu'il a mangé, où nous sommes allés, ce qui s'est passé. Il a appris à faire des contacts oculaires parfois, des petits scintillements. Il a appris à tolérer l'épicerie si nous allions à la même heure chaque semaine. Il a appris que je n'allais pas partir. Ça ne changerait rien sans avertissement. Un matin au printemps, à 8 ans, je préparais le petit déjeuner. Des œufs, des toasts, comme toujours. Ethan s'est assis à la table avec son cahier écrivant quelque chose. Pourquoi maman est partie? J'ai failli laisser tomber la spatule. Je me suis retourné. Ethan regardait son carnet. Pas contre moi, mais il avait parlé. 3 ans de silence, puis de mots simples, et maintenant ceci, une phrase complète, une question. Je me suis assis en face de lui. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas gérer ça. Il a hurlé une fois, a écrit quelque chose dans son carnet, et retourné regarder la page. Je me suis levé, j'ai fini de préparer le petit déjeuner, mis son assiette devant lui. Puis je suis allé aux toilettes et j'ai pleuré où il ne pouvait pas m'entendre. Il avait parlé. Il avait posé la question que je ne savais pas comment répondre. Mais je lui ai dit la vérité. C'est tout ce que je pouvais faire. La vérité. Et des œufs et des toasts tous les matins. Et la même tasse jaune. C'est ce que je devais lui donner. Ça devrait suffire. 1 an après, Ethan m'a parlé. L'école a appelé avec un problème. C'était septembre 2014. Ethan avait 9 ans, en 4e. Je pensais qu'on avait passé les moments les plus difficiles. Il parlait en pleine phrase maintenant. Manger à la cafétéria sans fond, même lever la main en classe parfois. Progrès. Alors, le directeur Andrew voulait le déplacer. Madame Cooper, nous devons discuter du placement d'Ethan, il a dit au téléphone. Nouveau professeur cette année. Madame Brennan, qui avait l'air gentille à l'orientation. J'avais de l'espoir. Quel est le problème? J'ai demandé. Ethan serait mieux servi dans notre classe spécialisée. Les autres étudiants se déplacent à un rythme différent. J'ai pris le téléphone. Ethan suit le travail. Il ne s'agit pas d'universitaire. C'est à propos du comportement. Il ne participe pas aux activités de groupe. Il n'aura pas de contact visuel pendant le cercle. Hier, il a couvert ses oreilles pendant les cours de musique parce que c'est bruyant. Il a des problèmes sensoriels. Madame Cooper, nous avons un programme conçu pour des enfants comme Ethan. Ce serait moins stressant pour tout le monde, moins stressant pour le professeur, il voulait dire. Je veux une réunion de l'IEP. J'ai dit qu'on pouvait arranger ça, mais cette semaine, silence. Alors j'appellerai ma secrétaire. J'ai passé 3 jours à me préparer. Imprimer chaque fiche, chaque note de progrès thérapeutique, chaque document que j'avais conservé dans des dossiers. La lecture d'Ethan était au-dessus du niveau. Ses calculs étaient à 2 ans. Son écriture était soignée et soignée. Chaque lettre s'est parfaitement formée. Le problème n'était pas qu'il ne pouvait pas apprendre. Le problème est qu'il a appris différemment. La réunion a eu lieu un vendredi après-midi. Salle de conférence à l'école. Trop brillant. Les lumières fluorescentes clignotent. Directeur Andrew était assis à la tête de la table. Madame Brennan à côté de lui. Psychologue scolaire. Coordonnateur de l'éducation spéciale. Tous avec des dossiers. J'avais un dossier, mais il était épais. Merci d'être venu, Madame Cooper. Le directeur Andrew a dit. Nous voulons ce qui est le mieux pour Ethan. Moi aussi. Madame Brennan a parlé en premier. Voix douce, sourire sympathique. Ethan est un gentil garçon, mais il lutte socialement. Il n'interagit pas avec ses pairs. Pendant le travail de groupe, il siège seul. Il refuse de participer. Il fait le travail? J'ai demandé. Elle a hésité. Oui, mais l'éducation n'est pas seulement une question de feuille de travail. Il s'agit d'apprendre à travailler avec les autres pour communiquer. Il est autiste. La communication est plus difficile pour lui, mais il essaie. Le coordonnateur de l'éducation spéciale.
Une femme nommée Miss Pierce s'est penchée vers l'avant. Notre salle de ressources offre un cadre plus petit, moins de distractions, les étudiants qui comprennent ces défis, les étudiants qui ne peuvent pas suivre les cours. J'ai dit, ce n'est pas Ethan. Directeur Andrew a utilisé cette voix principale, celle que j'ai reconnue de mes propres décennies en classe. Raisonnable, patient, condescendant. Nous comprenons que vous voulez Ethan dans une classe ordinaire, mais nous devons tenir compte des besoins de tous les étudiants. Tu me dis qu'Ethan est perturbateur? J'ai dit, pas perturbateur exactement. Alors quel est le problème? Mademoiselle Pierce a ouvert son dossier. L'évaluation des compétences sociales d'Ethan montre des retards importants. Ses tests de QI n'étaient pas concluants. Il a refusé de terminer plusieurs sections parce qu'elles étaient chronométrées et cela le rendait anxieux. Son thérapeute l'a documenté. Ce qui nous ramène à notre point de vue. Le directeur Andrew a déclaré, Ethan a besoin de soutien que nous ne pouvons pas fournir dans une classe régulière. J'ai ouvert mon dossier, sorti le premier document. Il s'agit du test de compréhension de lecture d'Ethan du mois dernier. 97% 7e niveau. Prochain document, évaluation mathématique, 100% de matériel de 5e année. J'ai continué à tirer des papiers, je les ai empilés devant le principal Andrew. Ce sont des notes de thérapie montrant ses progrès dans la parole, dans la régulation émotionnelle, dans la tolérance sensorielle. Il est venu plus loin en 4 ans que prévu. Pas parce qu'il est dans une pièce spéciale avec de faibles attentes, parce que les gens croyaient qu'il pouvait faire plus. Madame Brennan semblait mal à l'aise. Il ne s'agit pas d'attente. Oui. Tu le veux ailleurs parce qu'il te met mal à l'aise. Parce qu'il ne fait pas normal comme vous voulez. La chambre est devenue calme. Le directeur Andrew s'est débarrassé de la gorge. Madame Cooper, vous êtes frustrée. Sous Ida, Ethan a droit à l'environnement le moins restrictif. Cela signifie une classe ordinaire avec un soutien approprié. Pas la ségrégation parce qu'il est différent. Je n'aurais pas dû utiliser ce mot de ségrégation, mais j'en avais assez d'être poli. Nous ne suggérons pas la ségrégation. Juste un cadre plus approprié. Puis fournir le soutien dans sa classe actuelle. Le bruit annule les écouteurs pour la musique. Temps supplémentaire pour les transitions. Un espace tranquille s'il est submergé. C'est un logement, pas un déménagement. Il se regardait. Directeur Andrew, nous allons rédiger un PEI avec ces hébergements, il a dit enfin. Mais si Ethan continue à lutter, il ne le fera pas. Je ne le savais pas vraiment. Mais je savais que renoncer à lui n'était pas la réponse. Ce soir-là, j'ai diffusé toutes les notes de réunion sur la table de la cuisine, commencé à les organiser en un classeur à 3 anneaux, onglet codé en couleur pour médical, éducatif, thérapie, juridique. Mes mains connaissaient ce travail depuis des années en classe. Ethan est venu du salon. Il regardait son émission, le même épisode qu'il regardait tous les vendredis. Sa coupe jaune était assise sur le comptoir où il la laissait toujours. Il me regardait travailler. « Que faites-vous » demanda-t-il. Son discours s'était renforcé au cours de l'année, plus fluide, s'assurant que l'école ne peut pas oublier ce que vous pouvez faire. Il s'approcha, regarda les journaux. « Je peux vous aider » Je l'ai regardé. Bien sûr. Nous avons travaillé ensemble pendant 1 heure. Je lui ai montré comment j'organisais tout. Il a étudié mon système, puis a indiqué l'onglet thérapie. Il devrait être classé par date, puis par type. La parole est séparée du travail, séparée du comportement. J'ai regardé où il était. Il avait raison. C'était plus logique. Montre-moi, j'ai dit. Il a réorganisé toute la section en 10 minutes. Je n'aurais pas pensé à un système logique, propre et parfait. Je l'ai vu travailler, ses mains bougeant rapidement, complètement concentrées. Il comprenait l'organisation à un niveau que je n'atteindrais jamais. Modèle, structure et ordre. Il lui est venu naturellement la façon dont la respiration est venue à d'autres personnes. C'est très bien, j'ai dit. Quand il a fini, il a hurlé, il n'a pas souri, mais je pouvais dire qu'il était content. L'année suivante, quand Ethan a 10 ans, son orthophoniste a suggéré une tablette pour le support de communication, quelque chose à taper quand il parlait se sentait trop dur. J'ai économisé et lui en ai acheté un pour son anniversaire. Il l'a compris en 1 journée. En 1 semaine, il a téléchargé une application de numérisation, a commencé à photographier chaque page de ses cahiers,
créant des copies numériques. Je l'ai regardé travailler, méthodique et concentré, en préservant tout ce qu'il avait écrit. « Pourquoi tu fais ça ?» j'ai demandé. « Donc je ne la perds pas, dit-il, ne regarde pas l'écran. » Lors des séances de groupe de thérapie pour les parents, les autres mères me posaient des questions pendant le temps du café. Comment j'ai fait coopérer Ethan? Quel était mon secret? Comment ai-je géré les fusions? Je ne m'en occupe pas. Je l'ai écouté. Une femme, Linda, dont le fils était celte et non-verbal, a secoué la tête. Mais comment restez-vous si patient? J'y ai pensé. J'ai arrêté d'essayer de le faire être quelqu'un d'autre. J'ai juste essayé de comprendre qui il est. Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de profond, mais ce n'était pas profond. C'était la seule chose qui marchait. Ethan a commencé à remarquer des modèles partout cette année-là. On conduisait et il disait, le feu de la 4e rue est en panne. Il reste rouge 45 secondes de plus que les autres. Je ne savais pas si c'était vrai. À l'épicerie, il regardait le reçu et signalait une erreur de prix. Les pommes étaient mal marquées, 300 de plus que l'étiquette. Il avait toujours raison. Une fois lors d'une conférence des parents, le directeur Andrew m'a souri. Tout en expliquant les progrès d'Ethan, mais ses yeux sont restés plats, froids. Dans la voiture, Ethan a dit, il ne m'aime pas. Quoi? Non, chérie. Il était gentil. Son visage a mal tourné. Le sourire ne correspondait pas. J'ai regardé Ethan. Il regardait par la fenêtre, expression vide. Comment ça? Quand les gens sourient vraiment, les muscles autour de leurs yeux se contractent. Pas le sien. Il faisait semblant. J'ai conduit en silence. Ethan avait 10 ans et il pouvait mieux lire les visages que moi. Quand il a 11 ans et qu'il a commencé en 5e, je pensais qu'on avait trouvé notre rythme. Puis, Madame on m'a appelé au travail un après-midi. Madame Cooper. Ethan a perturbé les cours aujourd'hui. Mon estomac est tombé. Que s'est-il passé? J'enseignais une longue division. Ethan m'a corrigé devant tout le monde. Il avait raison? Pause. Ce n'est pas le problème. C'est exactement ça. Il avait raison? Oui. Mais il aidait Madame Cooper. Il m'a embarrassé. Il doit comprendre qu'il y a un temps et un lieu. Il a 11 ans. Il voit une erreur. Il corrige ça. C'est comme ça que son cerveau fonctionne. Une autre conférence des parents. Une autre pile de paperasse. Cette fois, il voulait l'étiqueter comme un défi opposant. J'ai apporté 6 mois de notes de thérapie. Les évaluations du docteur Lin montrent qu'Ethan n'était pas défiant. Il était direct, factuel. Il ne comprenait pas les hiérarchies sociales qui disaient que les adultes avaient toujours raison, même quand ils avaient tort. Il ne manque pas de respect. J'ai expliqué au psychologue de l'école. Il est honnête. Il y a une différence. Ils ont accepté de laisser tomber à peine. Ce soir-là, Ethan m'a posé une question pendant qu'on dînait. Pourquoi? Veulent-ils que je sois différent? J'ai posé ma fourchette. Comment ça? Les professeurs, les autres enfants, tout le monde veut que je agisse comme si je ne suis pas moi. Je n'avais pas de bonne réponse. Pas vraiment, parce qu'ils ont peur des gens qui voient plus qu'eux, j'ai dit enfin. Il a pensé à ça, hoche une fois, retourne à manger. Quelques semaines plus tard, il m'a demandé si j'avais son certificat de naissance. Pourquoi tu en as besoin? J'ai demandé. Je veux le voir. Je l'ai trouvé dans mon classeur. Il l'a étudié pendant longtemps, puis demandé ses papiers d'inscription à l'école, sa carte de sécurité sociale, n'importe quoi avec son nom dessus. Ça va? J'ai demandé. C'est à propos de ta mère? Je veux juste tout voir. Assurez-vous que tout est là. J'ai supposé qu'il traitait ce qui s'était passé, essayant de comprendre pourquoi Rachel est partie, à quoi ressemblait sa vie sur papier. C'était logique pour un enfant qui organisait le monde en catégories et fichiers. Je l'ai aidé à scanner tout dans sa tablette, les dossiers de naissance, les antécédents médicaux, tous les documents juridiques que j'avais dans le classeur. Il les a tous soigneusement sauvés, les a sauvegardés, créé des dossiers avec des étiquettes que je ne comprenais pas. Qu'est-ce que tu construis? J'ai demandé une fois. Un système, dit-il, donc rien ne se perd. J'ai embrassé le haut de sa tête.
Ok, mon pote. Tout ce qui aide. Je pensais qu'il faisait face à son passé. Je ne savais pas qu'il préparait son avenir. Ce futur a commencé à prendre forme l'été. Ethan a 12 ans. Il scannait des documents depuis des mois, organisant tout dans sa tablette avec un accent que j'avais appris à ne pas interrompre. Mais en juin 2017, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Codage. Je l'ai trouvé à la table de la cuisine un après-midi avec mon vieux portable ouvert, regardant un écran plein de textes qui ressemblait à du charabia pour moi. Lignes de mots, symboles et crochets. Que fais-tu? J'ai demandé. Apprendre le Python. Il n'a pas levé les yeux. C'est quoi Python? Un langage de programmation. Je suis un tutoriel. Je me suis penché sur son épaule. L'écran montrait des instructions sur les variables, les fonctions et les boucles. Rien de tout ça n'avait de sens pour moi. C'est pour l'école? Je veux juste l'apprendre. Je l'ai laissé seul. C'est ce qui a marché avec Ethan. Laisse-le suivre ce qui l'intéresse. Il a passé tout l'été sur cet ordinateur pendant que d'autres enfants étaient au camp de baseball ou à la piscine. Ethan codisait. Je lui apportais le déjeuner et il mangeait sans regarder l'écran. Sa tasse jaune était assise à côté du portable à moitié plein d'eau. Il oublierait de boire. En août, il me montrait des choses qu'il avait faites. Je ne comprenais pas les petits programmes qui faisaient des tâches. Celui-ci trie les fichiers par date, a-t-il expliqué. Celui-ci trouve des doublons. Celui-ci vérifie si un fichier a été modifié. C'est vraiment impressionnant, Ethan. Il a hurlé. Toujours tapé. En septembre, j'ai utilisé la dernière de mes économies pour lui acheter un meilleur ordinateur. Une vraie. Pas mon ordinateur portable qui m'a pris 5 minutes pour démarrer. Il l'avait mérité. L'homme du magasin électronique a demandé à quoi Ethan l'utiliserait. Programmation, dit Ethan. Quel âge avez-vous? Vous agissez? L'homme sourit. C'est un bon âge pour commencer. Vous irez loin. Ethan n'a pas répondu. J'ai attendu pour payer. À la maison, il a installé le nouvel ordinateur dans sa chambre. Je lui ai fait promettre de sortir pour manger et de dormir à des heures raisonnables. Il était d'accord, mais je pouvais dire que son esprit était déjà revenu dans ce monde de code que je ne pouvais pas entrer. Un soir d'octobre, il m'a appelé dans sa chambre. Je veux te montrer quelque chose. Je me suis assis au bord de son lit. Il a sorti un programme sur son écran. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Il a ouvert un document. Un simple fichier texte avec quelques phrases. Puis il a dirigé son programme. Les chiffres sont apparus à l'écran. De longues ficelles. C'est la signature du document. Comme une empreinte digitale. Très bien. J'ai dit, pas vraiment compréhensif. Il a encore ouvert le document. J'ai changé un mot. Je l'ai sauvé. J'ai encore eu le programme. Différents nombres sont apparus. Voir la signature modifiée. Cela signifie que le document a été modifié. Donc vous pouvez dire si quelqu'un modifie quelque chose. Oui. Et quand et combien de fois? Il m'a regardé. En fait, on a fait un contact visuel pour que les choses restent vraies. J'ai pensé à toutes ces réunions scolaires. Toutes ces fois, les administrateurs avaient dit une chose, puis ils ont prétendu avoir dit autre chose. J'aurais voulu avoir des preuves. C'est génial. Il est retourné à son écran. C'est juste la reconnaissance des motifs. Digital au lieu de physique. Juste une reconnaissance de modèle. Comme si ce n'était pas tout. L'année suivante, quand il avait 13 ans, le projet s'est élargi. Je veux numériser tous vos classeurs, il a dit un matin au petit déjeuner. La réunion scolaire note, tout ça. Je l'ai regardé sur mon café. Ça fait beaucoup de balayage. On a déjà fait les choses légales. Je sais, mais je veux tout dans le système. Quel système? Celui que je construis, donc rien ne se perd ou ne change. J'y ai réfléchi. Ces classeurs ont tenu des années de combat, des années de plaidoyer, des années de preuve que Ethan n'était pas ce que les gens pensaient qu'il était. J'ai dit, mais tu fais le scan. Mon dos ne supporte pas tant d'heures. On a passé des semaines dessus. Je sortais les classeurs et Ethan numérisait les notes de la réunion de l'IEP de 2014,
les évaluations thérapeutiques de 2012, les fiches de rapport, les rapports d'incidents, chaque bout de papier qui racontait l'histoire d'Ethan. Il n'a pas juste les scanners. Il a fait quelque chose à chaque fichier sur son ordinateur, ajoutant des couches d'informations que je ne pouvais pas voir. Qu'est-ce que vous ajoutez? J'ai demandé une fois. Timestamp, code de vérification, valeur de hachage. Il s'est arrêté. Chaque document se connecte à ceux avant et après comme une chaîne. Si quelqu'un essaie de changer un lien, toute la chaîne se brise. Pourquoi quelqu'un les changerait? Il m'a regardé. Pourquoi le directeur Andrew a essayé de me déplacer quand j'avais 9 ans? Justement. Donc, ça protège la vérité, j'ai dit. Oui, je l'ai regardé travailler. Ce gamin qui avait été non-verbal il y a 7 ans, qui criait au son de l'aspirateur, qui ne pouvait regarder personne dans les yeux, maintenant il construisait quelque chose que je pouvais à peine comprendre. Quelque chose de puissant. Je suis fier de toi. Il a hurlé une fois, il a continué à scanner. Notre relation avait changé. Nous n'avions pas besoin de beaucoup de mots. Je dirais quelque chose, il est. Il me montrait quelque chose sur son ordinateur. Je lui dirais. Que c'était bien. On dînait tous les soirs. Même heure, même place. Sa coupe jaune toujours à droite de son assiette. Confortable. C'était ça. Silence confortable avec quelqu'un qui a compris que vous n'aviez pas besoin de remplir chaque moment calme avec du bruit. Il a eu 14 ans en novembre 2018. Un après-midi, il m'a demandé si j'avais gardé quelque chose quand il est venu vivre avec moi. Comme quoi? Recette, calendrier, relevé bancaire, n'importe quoi de 2010 ou 2011. J'ai froncé. Pourquoi voudrais-tu ça? Je veux juste le voir. Je l'ai conduit au garage, lui ai montré les boîtes que je n'avais jamais jetées parce que je ne suis pas une personne à jeûne. Anciens dossiers fiscaux, factures de services publics, relevés bancaires datant de 10 ans. Calendrier où j'écrivais des rendez-vous et des courses en écriture à l'étroit. Tu as gardé tout ça? Il a demandé. J'ai enseigné l'école primaire. On garde tout. Il a commencé à parcourir les boîtes, a sorti mon calendrier 2010, l'a ouvert à novembre, a couru son doigt sur les dates. Pourquoi as-tu besoin de ça? J'ai demandé. Je dois savoir ce qui s'est vraiment passé. Pas ce que les gens disent est arrivé. Que s'est-il passé? Je me suis assis sur une caisse renversée. C'est à propos de ta mère. Il n'a pas répondu immédiatement. J'ai continué à regarder le calendrier de mon écriture marquant le jour où Rachel l'a amené, les jours après, j'ai écrit des pépites de poulet et j'ai appelé Rachel au médecin. J'ai besoin de connaître la chronologie, a-t-il finalement dit quand les choses se sont passées. Qu'est-ce qui était réel? Ma poitrine s'est serrée. Il le traitait. L'abandon, les années sans elle, les questions auxquelles il n'avait jamais eu de réponse. Nous pouvons tout scanner, j'ai dit. Tout ce dont tu as besoin. On a apporté les boîtes à l'intérieur. J'ai passé le mois suivant à scanner les reçus d'épicerie. Des relevés de banque montrant que Rachel n'avait jamais eu d'argent. Des factures de téléphone prouvant qu'elle n'a jamais appelé. Calendrier documentant notre routine, notre vie, chaque jour ordinaire qui prouve qu'elle était partie. Je pensais qu'il construisait une chronologie de son enfance, comprenant son passé par la documentation et la preuve. Pourquoi les recettes d'épicerie? J'ai demandé une fois, le regardant scanner un glissement de 2011. Ils ont des rendez-vous. Ils montrent où nous étions, ce que nous avons acheté. Ce sont des preuves. Des preuves de quoi? De ce qui s'est passé, de ce qui était réel. Je n'ai pas poussé. S'il avait besoin de ça pour guérir, je l'aiderais. Il a commencé à rester debout plus tard cette année-là. J'allais me coucher à 10 heures et j'entendais le clic de son clavier à travers le mur. À minuit, je me levais, je lui faisais un sandwich, je lui coupais une pomme, je le laissais tranquille, je commençais sur son bureau sans rien dire. Merci, il murmurait, ne pas regarder loin de son écran. Certaines nuits, je me réveillais à 2 ou 3 heures du matin et je voyais la lumière sous sa porte. Ethan, tu dois dormir. Je dirais presque fini. Il n'a jamais été presque fini. Une nuit de février, je lui ai apporté du thé à 1 heure du matin. Sa chambre était froide. 3 moniteurs montrant tous différents écrans de code, documents et données. Qu'est-ce que tu fabriques?
J'ai demandé. Il s'est arrêté pour me regarder. Quelque chose qui aidera les gens à savoir ce qui est réel et ce qui est faux. Ce qui s'est réellement passé contre ce que quelqu'un prétend être arrivé. C'est très important pour toi. Oui. À cause de ta mère. Il a pensé à ça parce que les gens mentent et parfois vous avez besoin de preuves. J'ai embrassé le haut de sa tête. Ses cheveux devaient être coupés. Ne reste pas debout toute la nuit. Je ne le ferai pas. Il l'a quand même fait. Je le trouverai endormi à son bureau quelques matins, tête sur ses bras, moniteur encore lumineux. Je lui mettrai une couverture et je ferai le petit déjeuner. Il se réveillait 1 heure plus tard et venait à la cuisine comme si de rien n'était. J'étais fier de lui, fier de son dévouement, de son intelligence, de sa volonté de créer quelque chose de significatif. Je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais qu'il guérissait du passé. Je ne savais pas qu'il construisait des armures pour le futur. Je le trouverai endormi à son bureau quelques matins, tête sur ses bras, moniteur encore lumineux. Je lui mettrai une couverture et je ferai le petit déjeuner. Il se réveillait 1 heure plus tard et venait à la cuisine comme si de rien n'était. J'étais fier de lui, fier de son dévouement, de son intelligence, de sa volonté de créer quelque chose de significatif. Il me demandait parfois de tester ses programmes. Cliquez sur ce bouton. Dites-lui si les couleurs étaient correctes, si les mots avaient un sens. Je ne comprenais pas ce que ça faisait, mais je pouvais lui dire si ça avait l'air fini. Ça marche? J'avais demandé. Oui. Alors sur quoi travaillez-vous encore? Ça va mieux. Toujours mieux. Toujours plus précis. Toujours. Encore un test. Encore une vérification. Encore une façon de prouver ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Je pensais que c'était juste un projet, quelque chose d'impressionnant qu'il aurait mis sur des candidatures à l'université un jour. Je ne savais pas ce qu'il construisait vraiment. Ce qu'il construisait, c'est quelque chose pour lequel les gens paieraient des millions. Ethan avait 15 ans quand il l'a fini. Printemps 2020, milieu de la pandémie, le monde fermé, et tout le monde soudainement vivant en ligne. Ethan a à peine remarqué la différence. Il vivait dans sa chambre avec ses ordinateurs depuis des années. Je veux te montrer quelque chose, il a dit un après-midi en mai. Je l'ai suivi dans sa chambre, 3 moniteurs, tous montrant différents écrans. Il a sorti un programme avec une interface simple et propre. Rien de chic, juste des boîtes, des boutons et du texte. C'est ça, dit-il. Le système de vérification. Qu'est-ce que ça fait? Il a cliqué à travers les écrans, me montrant des caractéristiques que je seulement moitié compris. Il analyse des documents, vérifie s'ils ont été modifiés, quand ils ont été créés. Si les signatures correspondent à d'autres échantillons connus, il capture des faux. Je regarde le programme passer par un exemple de document. Nombre apparu, graphique, résultat d'analyse. Donc si quelqu'un fausse un document, ça l'attrape. Oui, les métadonnées, les empreintes digitales, les motifs. Il voit ce que les gens ne peuvent pas. Incroyable, Ethan. Il a hurlé. Je vais le vendre à qui? Les sociétés de sécurité, la prévention de la fraude, toute personne qui doit vérifier les documents sont réels. Il a dit que c'était vraiment évident. Mon fils de 15 ans allait vendre des logiciels à des entreprises. Tu sais faire ça? J'ai demandé. J'ai cherché. Bien sûr. Il a commencé à contacter des entreprises ce mois-là. Envoi. Demain avec un langage professionnel je l'ai aidé à polir, bien que sa façon directe d'écrire était plus claire que la plupart des communications d'affaires que j'avais vues. La première vente a eu lieu en juin. Une petite société de sécurité a acheté une licence pour $20 000. J'ai regardé le numéro sur l'écran quand Ethan m'a montré. $20 000? C'est moins que ce qu'il devrait être. Mais c'est une preuve de concept. Maintenant j'ai un client. Il avait raison. Une fois que son système a fonctionné, d'autres entreprises voulaient des démos. Ethan a pris des conférences téléphoniques dans sa chambre, la même voix calme qu'il a utilisée avec moi, expliquant des concepts techniques sans les faire tomber. J'écouterais depuis le couloir. Parfois, il disait des choses comme « L'algorithme compare les valeurs de hachage à travers de multiples couches de vérification et d'une certaine façon les gens d'affaires de l'autre bout l'ont compris ou prétendu. » Il a 16 ans en novembre 2020. En janvier 2021,
il avait 6 autres clients et assez d'argent dans son compte pour payer 2 fois pour l'université. Puis les grandes offres ont commencé à venir. Les entreprises techniques voulaient des droits exclusifs. Les entreprises de prévention de la fraude voulaient l'autoriser pour l'ensemble de leurs activités. Les chiffres sont passés de milliers à des centaines de milliers à des millions. J'ai besoin d'aide, a dit Ethan en février. Je ne sais pas comment évaluer ces contrats. J'ai trouvé un avocat d'affaires par l'intermédiaire d'un collègue, James Nakamura, spécialisé dans la propriété intellectuelle et les licences de logiciels. Il nous a rencontrés un samedi matin à notre table de cuisine, répartissant 3 offres de contrats différentes. Ils sont tous substantiels, dit-il, en regardant Ethan. Tu as construit quelque chose de précieux. Ethan a hurlé. Lequel est le meilleur? James l'a guidé dans les options, les contrats de licence qui paieraient au fil du temps, les offres d'acquisition qui achèteraient le logiciel. Ethan a écouté, posé des questions précises sur les conditions et les droits. Je veux la vendre complètement, a dit Ethan. Je ne veux pas gérer les licences, le support ou les mises à jour. Vends-le et fais-le. James avait l'air surpris. Tu es sûr? L'octroi de licence pourrait être plus rentable à long terme. Il y a une clause de non-concurrence dans l'acquisition, a dit Ethan. Si je le vends, je ne peux pas faire de logiciel de vérification concurrent pendant 5 ans. C'est standard, dit James. Ça vous dérange? Non, j'en ai fini avec ce genre de logiciel. Je l'ai regardé. Il l'a dit si certainement. Comme s'il avait déjà planifié la suite. Il l'a vendu en mars pour 3,2 millions de dollars. 3,2 millions de dollars. Je ne pouvais pas traiter ce numéro. J'avais travaillé 35 ans comme professeur et j'ai fait la moitié de ce total avant les impôts. Les nouvelles locales en ont entendu parler. Je voulais faire une histoire sur l'adolescent autiste local qui avait créé un logiciel de sécurité révolutionnaire. Je ne les voulais pas chez nous. Je ne voulais pas qu'il transforme Ethan en matière d'inspiration, mais il a dit oui. La journaliste, une jeune femme du nom de Kate, est venue un jeudi après-midi. Elle s'est installée dans notre salon, a demandé si elle pouvait filmer Ethan sur son ordinateur. Pouvez-vous expliquer ce que fait votre logiciel, demanda-t-elle. Il vérifie l'authenticité des documents grâce à la reconnaissance des modèles et à l'analyse des métadonnées, a déclaré Ethan, regardant la caméra de la façon dont il regarderait n'importe qui. Direct, il capture des faux que les gens manquent. Qu'est-ce qui vous a fait vouloir créer ça? Je me suis tendu. Mais Ethan répondit simplement, je voulais savoir ce qui était réel. Les gens mentent. Les documents ne sont pas si vous savez comment les lire correctement. Kate a souri. C'est très perspicace. Tu as des projets pour ce que tu vas faire avec l'argent? Pas encore. Elle a essayé quelques autres questions, mais les réponses d'Ethan étaient courtes, factuelles, et non l'histoire d'intérêt humain émotionnel qu'elle voulait. Après 20 minutes, elle nous a remerciés et est partie. Le segment a été diffusé le vendredi soir. L'adolescent local crée un logiciel de sécurité révolutionnaire. Ils ont utilisé peut-être 2 minutes de l'entrevue, ajouté de la musique dramatique, montré Ethan à son ordinateur regardé concentré et brillant. Je l'ai regardé avec lui. Comment vous sentez-vous? J'ai demandé quand ça s'est terminé. Très bien. Mais j'ai remarqué quelque chose dans les jours suivants. Il ne célébrait pas, n'était pas excité par l'argent, l'attention ou ce qui est arrivé ensuite. Il attendait, il regardait. Je le voyais regarder par la fenêtre parfois ou s'asseoir à la table de la cuisine avec sa tasse jaune, ne pas boire, juste la tenir. Ça va? J'avais demandé. Oui, mais il ne l'était pas. Quelque chose avait changé. Une tension que je ne pouvais pas nommer. 2 semaines après la diffusion de l'article. La sonnette sonna un mardi après-midi. Je n'attendais personne. Ethan était dans sa chambre. J'ai ouvert la porte et les voilà. Une femme en costume gris, chair, cheveux parfaits. Un homme à côté d'elle en costume sombre portant une mallette en cuir. La femme sourit. Ça n'a pas atteint ses yeux. Bonjour, maman. Mon estomac est tombé. Mes mains sont devenues froides. Rachel. Elle avait l'air plus âgée. 11 ans de plus. Des lignes autour de sa bouche. La tension dans sa mâchoire. Mais c'était elle. Ethan, dit-elle, me regardant dans la maison. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler.
Mon corps avait oublié comment. Je suis Stephen Walsh, dit l'homme. L'avocat de Madame Cooper. Nous aimerions vous parler de la situation d'Ethan. Sa situation que j'ai gérée. Le sourire de Rachel s'est serré. On peut entrer? C'est important. J'aurais dû dire non. J'aurais dû fermer la porte. J'étais gelé. Ethan est apparu derrière moi dans le couloir. Il a regardé Rachel. Son visage était complètement vide. Pas de surprise, pas d'émotion, rien. Il l'a regardé comme il avait regardé les habitudes de circulation ou les erreurs de tarification. Analyse, calcul. Entrez, il a dit. Mes jambes ont bougé sans ma permission. J'ai reculé. Ils sont venus chez moi, Rachel et son avocat, et je me suis senti malade. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même table où Ethan et moi avons mangé le petit déjeuner tous les matins, où nous avions organisé des notes de réunion de l'école et scanné des documents et planifié son avenir. Rachel était assise là, les mains pliées pendant que son avocat ouvrait sa mallette. Madame Cooper, nous sommes ici pour discuter de la garde et de la tutelle financière. Il a dit, professionnel, lisse, pratiqué. Ma cliente Rachel Cooper a maintenu les droits parentaux à Ethan et souhaite reprendre la garde active. La garde? J'ai dit qu'il avait 16 ans. Précisément, Walsh a dit. Toujours mineur. Et mon client n'a jamais officiellement mis fin aux droits parentaux. Elle a été coparentale à distance, en maintenant le contact par les canaux appropriés. C'est un mensonge, j'ai dit. Ma voix trembla. Elle n'a pas appelé depuis 11 ans. Rachel a parlé alors. Voix douce, yeux tristes qui semblaient faux. Maman, je sais que tu as fait un travail merveilleux pour élever Ethan, mais il a besoin de sa mère maintenant. Surtout avec l'argent et l'attention, il a besoin de conseils. Il a des conseils. Walsh a sorti des papiers, des documents avec des sceaux officiels et des signatures. Cela montre que Madame Cooper a maintenu ses droits parentaux légaux. Elle a documenté son soutien financier et sa communication au fil des ans. Elle a droit à la garde et compte tenu du statut mineur d'Ethan, la gestion de ses actifs financiers jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité. J'ai regardé les journaux. Ils avaient l'air très professionnels. Mon cœur battait. C'est faux, j'ai dit. Mais je n'avais aucune preuve. Ils sont correctement notoriés et classés, Walsh a dit calmement. Sauf si vous pouvez prouver le contraire. J'ai regardé Ethan. Il regardait Rachel, son visage encore vide, mais je pouvais voir quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je ne pouvais pas lire. Ethan, j'ai dit tranquillement. On fait quoi? Il m'a regardé une seconde, puis il est revenu à Rachel. On devrait trouver un avocat. Obtenir un avocat s'est avéré être plus facile que d'en utiliser un. J'ai trouvé Linda Reyes par une recommandation. Avocat de famille avec 20 ans d'expérience. Elle nous a rencontrés 3 jours après l'arrivée de Rachel. Je suis venu chez nous parce que je ne pouvais pas faire face à aller dans un bureau. J'ai apporté tous les classeurs que j'avais. Des années d'études, des notes de thérapie, des rendez-vous médicaux, chaque papier prouvant que j'avais élevé Ethan. Mes mains secouèrent tout le temps que je les portais à la table de la cuisine. Ethan s'est assis tranquillement dans la chaise à côté de moi, regardant, toujours regardé. Linda a diffusé les documents de Rachel sur la table, ceux que Walsh avait présentés. Elle les a étudiés pendant plus d'1 heure, en lisant chaque page, en vérifiant les signatures, en examinant les timbres. Enfin, elle a levé les yeux. Son visage m'a tout raconté avant qu'elle ne parle. Ceci semble légitime, a-t-elle dit avec soin. Très professionnellement fait. Mais ils sont faux, j'ai dit. Elle ment. Elle ne l'a pas vu depuis 11 ans. Je te crois. Mais avez-vous des preuves concrètes que ces documents sont faux? J'ai sorti mes classeurs. J'ai tout. Chaque réunion scolaire, chaque visite de médecin, chaque séance de thérapie. Linda les a regardés, a hurlé lentement. C'est une excellente documentation. Ça prouve que vous avez été la principale soignante, mais Madame Cooper sans preuve que ces documents sont faux. Un juge pourrait décider en sa faveur. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais légalement mis fin aux droits parentaux. Il n'y a aucun dossier de transfert de la garde. Les écoles et les médecins vous ont accepté de façon informelle. Mais elle s'est arrêtée. Avez-vous déjà demandé une tutelle formelle? La chambre est devenue froide.
Je ne pensais pas le faire. Elle l'a abandonné. Je sais, mais légalement, sans la documentation de cet abandon, sans qu'elle renonce à ses droits, elle est toujours sa mère sur le papier. La voix de Linda était douce mais ferme. Son avocat prétendra que l'arrangement informel ne l'emporte pas sur les droits parentaux. Je ne pouvais pas respirer, alors elle peut juste le prendre. Elle n'essaie pas de prendre la garde physique. Il a 16 ans. Les tribunaux forcent rarement les adolescents à bouger. Elle est sous tutelle financière, contrôle de ses biens jusqu'à ses 18 ans. 3,2 millions de dollars. C'était pour ça. On peut se battre? J'ai demandé. Oui, mais j'ai besoin que vous compreniez. Son affaire a l'air forte. Elle a de la documentation, un récit convaincant sur le maintien de la participation à distance. À moins de prouver que ces documents sont frauduleux, nous perdrons. Linda n'était pas en désaccord. J'ai regardé Ethan. Il était parfaitement assis, les mains pliées sur la table, face blanche. Il ne rencontrerait pas mes yeux. Ethan, j'ai dit tranquillement. Vous comprenez ce qui se passe? Oui. Vous avez peur? Il y a pensé. C'est pas vrai. Comment pourrait-il ne pas avoir peur? J'étais terrifié. Linda a expliqué les étapes suivantes. Déposition, découverte, date de procès. Ça prendrait des semaines, peut-être des mois. La réclamation de Rachel nous pendrait. Après son départ, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai rompu. Nous allons vous perdre, j'ai dit à travers les larmes. Après tout, après 11 ans, nous allons perdre. Ethan s'est levé, n'a rien dit, il est allé à sa chambre et a fermé la porte. Je voulais qu'il me dise que ce serait bien de montrer une certaine émotion, une certaine peur, quelque chose, mais il m'a laissé là. J'ai pleuré seul à table pendant 1 heure. La déposition a commencé 2 semaines plus tard. Rachel est partie en premier. Elle s'est assise dans la salle de conférence au bureau de son avocat, parfaitement composée, coiffeuse, maquillée subtile, portant un doux pull gris qui la rendait maternelle. J'ai visité chaque mois lorsque c'était possible, envoyé un soutien financier par mandat, appelé régulièrement pour vérifier ses progrès. Pourquoi n'avez-vous pas pris la garde physique? J'ai pensé qu'il était préférable pour Ethan d'avoir de la stabilité avec ma mère pendant que je faisais face à des défis personnels, mais je n'ai jamais cessé d'être sa mère. Je n'ai jamais cessé de m'en soucier. Elle a fourni des dates, des mois précis où elle a prétendu avoir visité les montants exacts qu'elle aurait envoyés. Décembre 2012, 300 $. Avril 2014, 500 $ le et le. Un bilan financier détaillé de l'appui qui n'est jamais arrivé. Je m'asseyais à écouter, des clous creusant dans mes paumes, Madame Cooper. Pourquoi tu cherches des arrangements de garde maintenant? Walsh a demandé. Parce qu'Ethan a des atouts importants qui nécessitent une bonne gestion et parce qu'il approche de l'âge adulte, je veux être présent pour cette transition cruciale pour le guider pour rattraper le temps perdu. Elle m'a regardé quand elle l'a dit. Des yeux tristes, un sourire regrettable. Je voulais crier, la traiter de menteuse devant tout le monde. Mais Linda m'avait prévenu, restez calme. Ne réagis pas, laisse-la raconter son histoire. Après que Rachel a fini, Linda m'a pris à part. Son témoignage est détaillé, cohérent. C'est très convaincant pour les juges. Ce sont des mensonges. Je sais, mais pouvez-vous le prouver? Je ne pouvais pas. La déposition d'Ethan était 3 jours plus tard. Walsh lui a posé des questions sur son enfance, sur les souvenirs de sa mère, sur son implication. Tu te souviens de ta mère? Walsh a demandé. Je ne me souviens pas de visites spécifiques. Tu te souviens des appels d'elle? Je devrais vérifier mes dossiers. Et le soutien financier? Tu savais qu'elle envoyait de l'argent? Je ne me souviens pas avoir reçu de son argent. Walsh avait l'air content. Il pensait que la mémoire d'Ethan était pauvre. Que cela soutenait le récit de Rachel qu'elle avait été impliquée, mais Ethan, étant autiste, ne se souvenait tout simplement pas clairement. Il n'en avait aucune idée. Linda a aussi posé des questions à Ethan. Pouvez-vous décrire votre relation avec votre grand-mère? Elle prend soin de moi, cuisine, aide à l'école. Elle a toujours été là. Tu veux vivre avec elle? Oui. Tu veux que ta mère contrôle tes finances? C'est pas vrai. Quelques réponses. Directes. C'est vrai.
Mais il se sentait faible contre les mensonges détaillés de Rachel. Après la déposition, Linda nous a ramenés chez nous. Il a bien fait, dit-elle. Mais Madame Cooper, je dois être honnête. Sans preuve prouvant que les documents de Rachel sont falsifiés, cela va être difficile. C'est difficile? On pourrait perdre. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir du tout. Je me suis couché au lit, regardant le plafond, pensant à Ethan être emmené, Rachel contrôlant son argent, lui ayant 18 ans, et étant libre. Mais ces 2 années se sentent pour toujours. À 3 heures du matin, je me suis levé, j'ai vu la lumière sous la porte d'Ethan. Je l'ai ouvert tranquillement. Il était à son ordinateur. 3 moniteurs qui brillent. Des lignes de code défilent sur un écran. Les documents et les données remplissaient les autres. Ethan, il est 3 heures du matin. Il ne s'est pas retourné. Je sais que tu dois dormir. La cour est demain. J'ai presque fini. Fais avec quoi? Il n'arrêtait pas de taper mes disques. Je me suis rapproché. On a vu des feuilles de calcul avec des dates, des fichiers avec des noms. J'ai reconnu mes relevés bancaires, les entrées de calendrier, les relevés téléphoniques. Ethan, je ne sais pas quoi faire. Ma voix s'est brisée. Je ne sais pas comment combattre ça, il a arrêté de taper. Je ne me suis pas retourné. Dis la vérité demain, il a dit tranquillement. C'est tout ce que vous avez à faire. La vérité ne suffit pas. Elle a des documents. Elle a des preuves. Une fausse preuve, mais une preuve. Dis la vérité, il a répété. Je voulais le secouer pour lui faire comprendre à quel point c'était sérieux, mais il était juste assis là calme, concentré, comme me perdre n'avait pas d'importance. Je suis retourné me coucher. Je n'ai pas dormi, je me suis couché dans le noir, terrifié. Ethan est resté à son ordinateur toute la nuit. J'ai entendu le clavier cliquer jusqu'à l'aube. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Je savais que j'allais le perdre, et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Le matin est venu, que je le veuille ou non. Je me suis levé à 6 heures, j'ai préparé le petit déjeuner, aucun de nous ne mangerait. Ethan est sorti de sa chambre à 7 heures, elle s'est douchée, habillée de la chemise à boutons qu'on a achetée pour la cour. Il avait l'air plus âgé que 16 ans, fatigué mais calme. Tu es prêt? J'ai demandé. Oui. Nous sommes allés au tribunal en silence. Mes mains se sont serrées sur le volant. Ethan a regardé par la fenêtre. Linda nous a rencontrés sur les marches. Rappelez-vous, restez calme. Laisse-moi parler. Ethan, réponds directement aux questions, mais ne donne pas d'informations volontaires. Ethan a hurlé. La salle d'audience était plus petite que prévu. Bois lambris, lumière fluorescente, cette odeur de vieux papier et polissage de sol. Le juge Harrison s'est assis au banc. Une femme dans la cinquantaine avec les yeux aiguisés et les cheveux gris tirés en arrière. Rachel s'est assise à la table avant avec Walsh. Elle s'habillait soigneusement, couleur douce, bijoux minimes, cheveux lâches. Elle ressemblait à une mère inquiète. Nous nous sommes assis à notre table, Linda d'un côté de moi, Ethan de l'autre. Levez-vous, dit le bef. L'audience a commencé. Walsh se tenait debout, présentait son cas en douceur. Rachel Cooper, mère dévouée, a maintenu une implication constante malgré des défis personnels. La preuve documentaire des droits parentaux n'a jamais pris fin. Appui financier. Entretien régulier du contact. Il a présenté les documents sur la table des preuves, les documents de garde, les accords de coparentalité, les dossiers financiers, tous faux, tous convaincants. La juge Harrison les a examinés avec soin, elle a pris son temps. Puis elle a regardé Rachel. Madame Cooper, pouvez-vous décrire votre implication dans la vie d'Ethan au cours des 11 dernières années? La voix de Rachel était régulière, chaude. J'ai essayé de rester connecté autant que possible, votre honneur. J'ai visité quand j'ai pu. J'ai envoyé de l'argent pour l'aider. J'ai appelé régulièrement pour vérifier ses progrès. Pourquoi n'avez-vous pas gardé la garde physique? J'ai pensé qu'il était préférable pour Ethan d'avoir de la stabilité avec ma mère pendant que j'abordais des questions personnelles. Mais je ne l'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais cessé d'être sa mère. Elle l'a dit avec une telle conviction, une telle sincérité. Je voulais crier. Le juge a posé d'autres questions. Rachel leur répondit tous.
Décembre 2013, elle est venue pour l'anniversaire d'Ethan. Avril 2015, elle a envoyé $500 pour les frais de thérapie. Mai 2017, elle a appelé pour discuter de ses progrès à l'école. Des mensonges, tous des mensonges, mais des mensonges détaillés et cohérents. Le juge Harrison avait l'air attentionné. Je vous remercie, Madame Cooper. Alors c'était le tour de Linda. Elle a présenté mes classeurs, des années de réunions scolaires, des dossiers de thérapie, des rendez-vous médicaux, chaque preuve que j'avais élevé Ethan seul. Mais comme elle les traversait, je pouvais voir l'expression du juge. Sympathie, mais doute. Mademoiselle Reyes. Le juge Harrison a dit, ces dossiers montrent que Madame Cooper a été la principale personne soignante, mais je ne vois pas de documents officiels sur la tutelle. Aucune ordonnance du tribunal qui transfère la garde. Pas de cessation légale des droits parentaux. Ma poitrine s'est serrée. Votre honneur, Linda a dit attentivement. Rachel Cooper a abandonné Ethan quand il avait 5 ans. Mon client a la documentation de cet abandon, mais sans la signature de mademoiselle Rachel Cooper sur les papiers de fin de garde. Sans documentation légale, ses droits parentaux demeurent intacts. Le juge m'a regardé, pas de façon désagréable. Madame Cooper, j'ai cru comprendre que vous avez fait un excellent travail pour élever votre petit-fils, mais légalement sans preuve que sa mère a abandonné ses droits parentaux, sa demande est recevable. La pièce s'inclinait. Rachel regarda Walsh, sourit légèrement. Elle pensait qu'elle avait gagné, et mon cœur battait tellement fort que je ne pouvais pas respirer. J'ai regardé Ethan à côté de moi, désespéré pour quelque chose. N'importe quoi. Son visage était complètement vide, illisible. Je me penchai, chuchotai, elle ment. Nous devons l'arrêter. Il tourna la tête légèrement, chuchotant, laissons-la parler. Quoi? Laisse-la dire tout ce qu'elle veut dire. Je n'ai pas compris. Nous perdions. Et il voulait que Rachel continue à parler. Le juge Harrison a regardé Ethan. Vous voulez parler? Longue pause. Ethan était parfaitement assis. Puis il s'est levé. Oui, votre honneur. J'ai des preuves. Mon cœur s'est arrêté. Quelles preuves? J'avais donné à Linda tout ce que j'avais. Approche. Le juge Harrison a dit. Ethan a pris un sac que je n'avais pas vu porter. A marché jusqu'à la barre des témoins, calme, stable, comme il l'avait fait 100 fois. Il a sorti un ordinateur portable. Puis-je connecter ceci à l'exposition, votre honneur? Le juge Harrison avait l'air surpris. Que présentez-vous? Vérification de l'authenticité des documents et preuve du calendrier. Il parlait clairement, directement, comme toujours. J'ai construit un système qui prouve si les documents sont réels ou faux. Walsh se tenait immédiatement. Votre honneur, c'est très irrégulier. Nous n'avons pas été informés de cette preuve. Votre client a présenté des documents frauduleux il y a 6 semaines, dit Ethan, en regardant Walsh. Je présente une analyse de ces documents. Le juge Harrison a étudié Ethan. Continuez, mais cela devrait être pertinent. Ethan a connecté son ordinateur portable. La salle d'audience s'est éclairée. Il a d'abord récupéré les documents de garde de Rachel. Ceux que Walsh avait présentés. Ils sont apparus à l'écran, regardant officiellement avec des timbres et des signatures. Ces documents prétendaient être de 2011 à 2020, a déclaré Ethan. Mais les métadonnées numériques montrent qu'elles ont été créées il y a 6 semaines, juste après l'actualité de ma vente diffusée. Il a cliqué sur des écrans montrant les dates de création, les propriétés des fichiers, l'historique d'édition, tous les horodatés, tous récents. Walsh s'est opposé. Les métadonnées peuvent être manipulées. Pas dans ce cas, Ethan a dit calmement. La vérification de la signature révèle des écarts supplémentaires. Il a retiré ma copie de son acte de naissance, la signature de Rachel de 2005, puis a lancé un programme qui a analysé les signatures sur les documents de garde. Nombre apparu, comparaison, analyse statistique. Les modèles de pression ne correspondent pas. La formation des lettres est incohérente. L'espacement et l'inclinaison sont différents. Ces signatures ont été forgées. Le juge Harrison s'est penché vers l'avant. Comment le savez-vous? J'ai construit un système de vérification. Il analyse les documents pour en vérifier l'authenticité. C'est ce que j'ai vendu le mois dernier. Vous avez 16 ans.
Le juge a dit, oui. Elle a clignoté. Continuez. Ethan a sorti un nouvel écran. Une chronologie. Ce sont mes dossiers. Je documente ma vie depuis que j'ai 9 ans. Il a montré des feuilles de calcul, des documents scannés, des photographies, toutes horodatées, toutes vérifiées. Madame Cooper affirme être venue en décembre 2013. Voici le calendrier de ma grand-mère de ce mois qui montre notre calendrier. Voici des photos de cette semaine avec horodatage. Voici mes notes de thérapie du 9 décembre. Le thérapeute a confirmé. Pas de mère présente. Voici le dossier de fréquentation scolaire montrant que j'étais présent chaque jour ce mois-là. Il a cliqué sur d'autres écrans. Décembre 2013. Rachel n'était pas là. Madame Cooper prétend avoir envoyé des mandats. Voici 7 ans de compte bancaire complet de ma grand-mère. Pas de dépôt de Rachel Cooper. Pas les relevés bancaires sont affichés à l'écran. Chaque transaction a surligné. Chaque source documentée. Rien de Rachel. Madame Cooper dit qu'elle a appelé régulièrement. Voici les dossiers de la compagnie de téléphone de 2010 à aujourd'hui. 0 appel de son numéro après le 24 décembre 2010. Des appels téléphoniques, des années. Rachel n'est nulle part. Avril 2015. Elle prétend avoir envoyé $500 pour une thérapie. Voici le relevé bancaire ne montrant aucun dépôt de ce genre. Voici le calendrier de ma grand-mère montrant qu'elle a payé de poche. Voilà le reçu. Chaque réclamation de Rachel, Ethan démolit avec des preuves. Walsh s'est encore tenu. Votre honneur, cette preuve n'a pas été divulguée parce que vous avez présenté des documents frauduleux il y a 6 semaines. Ethan a dit, j'ai construit le système de vérification pour les analyser. C'est impossible. Walsh a dit, vous ne pourriez pas construire quelque chose comme ça en 6 semaines. Je ne l'ai pas fait. Ethan a dit, je l'ai construit depuis 7 ans. Je viens de terminer l'analyse de ces documents spécifiques il y a 6 semaines. Le juge Harrison l'a regardé. Vous documentez votre vie depuis 7 ans. Oui, votre honneur. Chaque entrée de calendrier que ma grand-mère a faite, chaque reçu qu'elle a gardé, chaque séance de thérapie, chaque réunion scolaire, chaque transaction bancaire, tout est horodaté, croisé, référencé et vérifié. Le système ne permet pas de modifier rétroactivement. Il a sorti plus d'écran, montré au juge comment cela fonctionnait, comment chaque document se liait aux autres, comment les codes de vérification n'avaient rien changé. Donc, quand Madame Cooper dit qu'elle est venue tous les mois, qu'elle a envoyé de l'argent, appelé régulièrement, je peux prouver qu'elle ne l'a pas fait parce que j'ai des preuves de ce qui s'est réellement passé, de ce qui était réel. La salle d'audience était silencieuse. Le juge Harrison a regardé Rachel. Madame Cooper, pouvez-vous expliquer ces divergences? Le visage de Rachel était devenu pâle. Elle a regardé Walsh. Les métadonnées pourraient se tromper, a-t-elle dit. Sa voix trembla. Les dates pourraient l'être. Je veux dire, j'ai visité. J'ai envoyé de l'argent. Quand exactement, le juge a demandé. Décembre 2013. Je me souviens. Vous avez des preuves, des reçus, des photos? Rachel a étouffé. Je n'ai pas tenu de registre. J'étais juste là. Je sais que j'y étais. Mais vous avez des documents financiers détaillés sur les mandats envoyés. Oui, je veux dire ce sont ces émissions. Elle s'écroulait, se contredisait. La mère confiante d'il y a 20 minutes était partie. Madame Cooper, le juge Harrison l'a dit froidement. Avez-vous falsifié ou non les documents de garde? Non, mon avocat a dit. Walsh avait l'air malade. Le juge Harrison s'est tourné vers Ethan. Ce système de vérification est légitime. Oui, votre honneur. Je l'ai vendu le mois dernier à Anderson Security pour $3,2 millions. Ils ont vérifié sa précision avant l'achat. Les sourcils du juge se sont levés. Puis elle a regardé les preuves à nouveau. À la chronologie, à la preuve que Rachel était partie depuis 11 ans. J'en ai assez vu. Elle régnait sur le banc. Pas de suspension, pas de délibération. Rachel Cooper, je trouve votre témoignage non crédible et vos documents frauduleux. La garde et la tutelle complète sont accordées à Vivian Cooper. En outre, je renvoie cette affaire au procureur pour enquête sur le parjure et la fraude. Rachel a fait un bruit d'étouffement.
Cette audience est ajournée. Le gave l'a frappé. C'était fini. En dehors du palais de justice, debout au soleil de l'après-midi. J'ai enfin compris. Tu le savais. J'ai dit, tu nous as toujours protégés. Ethan a hurlé une fois, n'a pas souri, juste hurlé. 6 mois plus tard, les choses semblaient différentes. Ethan ne pouvait plus travailler dans la sécurité des données. La clause de non-concurrence de la vente de son système de vérification était claire, il a donc lancé une nouvelle entreprise, test de logiciels, et assurance de la qualité. J'embauche des gens comme moi, a-t-il dit au petit déjeuner un matin. Les gens autistes, nous voyons que les autres manquent. Sa première location était Steven. J'ai reconnu le nom immédiatement. Steven était mon élève il y a 20 ans. J'avais combattu la commission scolaire pour lui en 4e. Ils ont dit qu'il n'occuperait jamais de travail. Maintenant, c'était le testeur de qualité d'Ethan. Puis Marcus, puis Lily, plus de mes anciens étudiants, les enfants avaient abandonné. J'ai visité le bureau d'Ethan un après-midi. Un petit espace. 6 bureaux. Tout le monde porte un casque. Du calme. Concentre-toi. Steven m'a vu. Il a enlevé son casque. Madame Cooper. Tu as dit au directeur que je n'étais pas cassé. Juste différent. Sa voix s'est cassée. Ethan dit la même chose. Je ne pouvais pas parler. J'ai hurlé. Rachel a obtenu 2 ans de probation et 500 heures de service communautaire dans un centre de ressources autisme. 3 mois plus tard, j'ai déposé des vivres et je l'ai vue sur le sol lire aux enfants non-verbaux. Elle a levé les yeux, m'a vu. Nous avons tous les deux gelé. Elle avait l'air épuisée, humble, rien de tel que la femme qui était venue avec un avocat, m'a dit le directeur du centre, ne sachant pas qui j'étais. Ce volontaire arrive dans des heures supplémentaires. Elle apprend ce qu'elle aurait dû apprendre il y a des années. Je n'ai pas parlé à Rachel, j'ai regardé pendant un moment, puis je suis parti. Certaines choses n'ont pas besoin de mots. Un mardi soir, quelques semaines plus tard, j'ai apporté le dîner chez Ethan comme toujours. Sa coupe jaune était assise sur le comptoir, éraflée, mais toujours son préféré. Nous avons mangé à sa petite table, calme, confortable. J'ai commencé à nettoyer les plaques. Ethan a posé son téléphone. Vivien. Je me suis retourné. Il regardait ses mains. Je sais ce que tu as abandonné pour moi. Je me suis assis, j'ai attendu. Tes amis ont arrêté d'appeler. Tu as arrêté d'aller. Je t'ai entendu au téléphone une fois, refuser un voyage parce que tu ne pouvais pas me quitter. Ethan, tu aurais pu me renvoyer comme elle. L'école l'a suggéré. Tu ne l'as pas fait. Ma gorge était serrée. Tu es mon petit-fils. Je sais. Il m'a regardé. Mais tu l'as choisi tous les jours, même quand je ne pouvais pas te remercier. Silence. Juste le bourdonnement de son frigo. C'est important, il a dit tranquillement. J'ai atteint la table, mis ma main près de la sienne, pas touchant, mais proche. Tu valais tous les jours. Il a hurlé une fois. Je le sais maintenant. Nous nous sommes assis là encore un moment. Puis je me suis levé, j'ai fini la vaisselle pendant qu'il ouvrait son ordinateur portable. Même routine, même silence confortable, mais quelque chose d'important avait été dit. J'ai embrassé le haut de sa tête en sortant. Il n'a pas flippé. À mardi, dis-je. Mardi, a-t-il confirmé. Je suis rentré dans les rues que j'avais parcourues 1000 fois auparavant. Même racine, même tour. La façon dont Ethan aimait les choses, la façon dont j'avais appris à aimer les choses aussi. Mon téléphone bourdonnait au feu rouge. Un texte d'Ethan. Je vous remercie. Juste ces 2 mots, j'ai souri tout le chemin de la maison. C'est mon histoire. J'aimerais entendre ce que tu penses. Si tu étais à ma place, pourrais-tu pardonner à ta propre fille d'avoir abandonné ton petit-fils? Merci d'avoir regardé. Prends soin de toi. Bonne chance.